Il y a eu la révolution culturelle, mai 68, les Rolling Stones, les Cheveux Longs, les Black Panthers, les Palestiniens, l'Underground, et depuis 2-3 ans, plus rien. Est-ce que je dois te rappeler que t'es pas chez toi? Arrête de m'appeler mon ami déjà. Toi et moi, on n'est pas si amis que ça. Hein? Donc déjà, tu vas redescendre. Je suis pas ton ami. Tu me vois prendre mon pied et attaquer des vieilles dames avec nos futurs tatoués sur la poitrine? Je comprends rien de rien à ce qui se passe. T'as qu'à voir à la télé, les mecs, ils ont pas de ventre, on sait même pas s'ils chient. Mais célébrer, pourquoi vous voulez célébrer le cinéma? Parce il que... est pas assez célèbre déjà? Ou il l'est plus assez? Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast L'Eclipse. Comme vous avez pu le lire dans le titre, cette semaine nous allons parler de Life of Chuck de Mike Flanagan. Et pour cette émission, je suis avec Liam. Comment ça va Liam? Ça va très bien, surtout quand on peut parler de Mike Flanagan. Et Thomas. Comment ça va Thomas? Salut, écoute, ça va et je suis aussi content d'être là pour défendre Life of Chuck. Oui, parce on vous spoil un petit peu notre avis futur, mais effectivement, on va plus ou moins, on va plutôt défendre Life of Chuck de Mike Flanagan. Petite bande-annonce et on se retrouve juste après. But if you have heart, you have hope. And you have heart in you. The world, Chuck. Everything you've ever loved. Life of Chuck. De quoi ça parle, Life of Chuck? Alors, je vais vous lire le synopsis. C'est la vie extraordinaire d'un homme ordinaire racontée en 3 chapitres. Merci Chuck. Voilà, résumé très court qui ne dit pas grand-chose du film. Pour information, il va être assez impossible de parler de ce film sans parler des tenants et aboutissants scénaristiques, sans parler de l'intrigue. Donc évidemment, on va spoiler à mort. Si vous avez vu le film, vous pouvez continuer à nous écouter. Si vous ne l'avez pas vu et que les différents retournements de situation, les différents rebondissements de l'intrigue vous intéressent, alors dans ce cas-là, ne nous écoutez pas parce que si vous êtes sensible au spoil, on va vous gâcher certainement le film. Et si vous n'êtes pas sensible au spoil, dans ce cas-là, bienvenue avec nous et on va commencer à donner notre avis. Liam, qu'est-ce que tu as pensé de ce film? Alors, il faut déjà que je dise que je suis un grand fan de Mike Flanagan, et ce depuis la découverte de Oculus, qui était pour moi un bon petit film de genre à l'époque, mais que j'ai revu et revu énormément à la hausse. Et je trouve que c'est un réalisateur qui arrive justement à avoir une certaine émotivité narrative, c'est-à-dire qu'il parle beaucoup, c'est très bavard, peut-être trop, diront ses détracteurs, et je comprendrai tout à fait, mais il trouve dans les mots justement une certaine beauté, une envie de capter au mieux et de toucher une certaine universalité du sentiment. Et c'est de nouveau la même chose avec ce Life of Chuck, qui fonctionne notamment avec une voix off qui pourrait être étouffante et qui a beaucoup été critiquée. Encore une fois, je peux comprendre pourquoi, mais qui pour moi renforce justement ce côté assez littéraire qui convient à Mike Flanagan, mais également à cette adaptation, parce que c'est une adaptation d'une nouvelle de Stephen King, et notamment dans son chapitrage qui déjà prend un revers en commençant par la fin. Et juste ce début, qui a une certaine résonance dans ce côté fin du monde, presque apocalypse calme, on est proche de la fin, on sait que tout va partir à un moment ou à un autre. Je trouve qu'il y a une certaine terreur discrète en fait, vraiment quelque chose qui est assez subtil, mais en même temps qui va dans nos craintes de toujours en fait. Qu'est-ce qui se passerait au moment de la fin du monde, la fin d'une personne, la fin de tout, et juste le néant. Et déjà dans cette manière de gérer cette conclusion qui commence le film, Mike Flanagan parvient à apporter énormément de cœur, déjà par ces 2 personnages, énormément d'ironie aussi, un peu d'humour. Je pense au personnage qui parle de la fin de Pornhub à YouBorn, ce qui résonne évidemment beaucoup avec les camarades français qui ont connu la fermeture de ces sites. Mais plus sérieusement, parvient à capter finalement le calme dans ce qu'il a de plus effrayant, comme si il y avait une certaine résolution que tout allait terminer d'une certaine manière. Et en même temps, c'est vrai, nous allons tous vers notre fin inéluctable. Et en même temps, ce côté très apocalypse qui est proche et qu'on attend inlassablement, pour moi, résonne beaucoup avec l'actualité et trouve justement quelque chose assez prégnant là-dessus. Alors,
Je vais vite passer aussi sur les 2 autres actes avant de vous laisser la parole, en gardant évidemment de la chair là-dedans, mais je trouve encore une fois que dans le chapitrage, avoir un 2e acte qui se concentre sur grosso modo une scène, une magnifique scène d'ailleurs qui, bon, j'ai un peu peur des personnes qui vont la reprendre, vont en faire des montages TikTok comme la scène de fin de Drunk par exemple, mais je trouve que la simplicité, la simplicité de cette scène fait sa beauté, fait sa poésie, et trouve encore une fois une certaine résonance intime qui, pour moi, fonctionne énormément. Et ce premier acte qui est placé à la fin, il en a quelque chose qui est plutôt un peu solaire finalement dans cette résolution d'une vie que l'on doit accepter dans son côté limité et en même temps dans son côté un peu infini, dans la manière dont on touche chaque individu d'une certaine manière. Alors dit comme ça, c'est vrai que ça peut paraître très bateau, très pub pour assurance qui vous dit il n'y a qu'une vie à faire, mais vous pouvez investir pour la régler au mieux. Mais je trouve justement que c'est cette fausse naïveté qui nourrit bien le film et qui en fait quelque chose sentimentalement chargé, mais surtout une vraie bombe bouleversante à mes yeux. Et là-dessus, j'aimerais savoir un peu ce que vous également vous en avez pensé, histoire d'arrêter un peu le monologue Mike Flanagan. Oui, ben moi je partage le même avis sur l'aspect émotionnel du film. Dans ton résumé, tu disais c'est la vie d'un homme ordinaire, enfin, c'est la vie extraordinaire d'un homme ordinaire. Et je pense que c'est un résumé parfait pour le film, puisque c'est vrai qu'en soi, c'est un homme ordinaire, Chuck, mais chaque vie est extraordinaire en fait. Et c'est ce que montre aussi le premier chapitre qui est sur cet apocalypse, puisque vu que chaque vie est extraordinaire, chaque mort, au contraire, est vraiment la destruction totale d'un monde, puisque pour toi, pour Chuck, sa mort, ce sera la fin de, de, de tout un univers, à la fois pour lui, on va dire que c'est comme si le monde s'arrêtait, mais aussi de tout ce qu'il a à l'intérieur de sa tête, puisque le film s'intéresse à ce principe un peu philosophique je ne sais plus qui, j'ai oublié, il dit que ben voilà, dans notre esprit, en fait, on a tout un univers, et c'est vrai qu'on dit souvent qu'il y a 2 morts, en fait, il y a la mort physique, et il y a la mort aussi quand plus personne ne se rappellera de toi, et on peut se demander qui va mourir aussi quand Chuck va mourir, c'est-à-dire que est-ce qu'il y a des gens qui ne sont seulement présents maintenant que dans l'esprit de Chuck? Par exemple, si moi je pense à moi, je me dis, est-ce que le jour où je vais mourir, ou mon frère va mourir, qui se rappellera encore de nos grands-parents, par exemple, tu vois? Et je pense que ça, tout le monde peut y penser, au fait quand on va mourir, il y a des gens qui vont complètement disparaître de la mémoire enfin, pas collective, mais de chaque mémoire individuelle, en tout cas. Je trouvais ça assez triste, en fait, et assez bouleversant. Et je trouve que même si c'est triste, ce film, c'est quand même plutôt une ode à la beauté de la vie, mais aussi à son caractère éphémère. Alors oui, c'est quelque chose de très bateau de dire ça, mais le film te rappelle qu'à la fois, la vie, ça peut être merveilleux, mais que on est tous mortels et qu'il y a cet apocalypse qui nous attend tous à la fin. Le film le rappelle, et je trouve que c'est assez beau. Enfin, c'est triste, tu vois. Sur cette scène de danse, moi, ce que j'ai adoré dans cette scène de danse, qui est l'acte numéro 2, c'est que pour la première fois, on voit Chuck. Dans la première partie, on ne le voit pas autre que sur ses panneaux publicitaires. Et quand on voit Chuck, en fait, donc pour replacer rapidement la scène dans son contexte, il y a cette fille qui joue de la batterie en plein milieu d'une rue. Les gens ne l'écoutent pas vraiment, comme on fait tous quand il y a des gens qui jouent de la musique dans la rue. Certains peuvent donner de l'argent ou pas. Et quand on voit Chuck, il est habillé un peu comme un banquier, ou du moins comme un professeur d'université. On sait pas, enfin, il a un look vraiment costard cravate. Et on n'imagine absolument pas ce genre de personne s'arrêter pour écouter la musique, et encore moins pour danser. Et j'ai aimé le fait que cette scène montre un peu qu'on est chaque individu est beaucoup plus que ce qu'il semble être de prime abord. C'est-à-dire que quand on voit Chuck, on se dit, bon, c'est un homme peut-être un peu coincé, très focalisé sur son travail. Et en fait, quand on le voit s'arrêter et danser, on se dit, en fait, non, derrière chaque individu, il y a beaucoup plus de choses qu'on ne voit pas directement. Et la troisième partie va nous expliquer pourquoi Chuck il s'est arrêté pour danser. Ça lui rappelle des souvenirs profonds. Et j'ai trouvé ça assez touchant de voir que le film avait un côté extrêmement humaniste, de dire chaque individu est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Chaque individu a une vie intérieure folle, et il ne faut pas s'arrêter sur ce que montrent les gens. Et chaque individu, en fait, est le héros de sa propre histoire. Chaque individu est extraordinaire, en fait. Ouais, je suis d'accord. Et
En parlant de ça, il y a autre chose moi qui m'a beaucoup touché dans le film. C'est ce côté aussi où quelqu'un qui donc là on le voit à rebours, ça on le voit dans la troisième partie, quand quelqu'un aime l'art. Et en l'occurrence, alors je sais pas si on peut considérer la danse comme un art, mais je vais dire ça comme ça. Aime voilà la performance artistique, la performance sportive, même on pourrait dire. C'est un gamin, il adore ça. Et malheureusement, en fait, au cours de sa vie, comme tu l'as dit, il deviendra banquier, il me semble. Donc, en un sens, il met un petit peu ce qui a l'air vraiment de le rendre heureux quand il est enfant, dans la partie quand il est enfant. On sent vraiment que c'est quelqu'un qui, malgré tous les trucs qui lui arrivent, reste un gamin qui retrouve un petit peu goût à la vie grâce à la danse parce qu'il se passionne de ça et que c'est quelque chose qu'il adore. Et c'est vrai que tu l'as dit, quand tu le vois en tant que banquier, il n'a pas l'air particulièrement heureux. Comme tu dis, ça a l'air d'être quelqu'un assez réservé, assez coincé. Et dès qu'il se met à danser, tu sens que c'est plus le même homme. Et en fait, je trouve que ça raconte aussi ça, le film. Ça raconte aussi tous ces gens qui ont un potentiel inexploité. Des gens qui auraient pu être beaucoup plus heureux en faisant autre chose de leur vie. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a touché en fait dans le film parce que je pense qu'on a un peu tous, à un moment donné dans sa vie, on s'est un peu tous demandé, mais est-ce que vraiment c'est à ça que ça va ressembler pendant toute ma vie, quoi? Est-ce que pendant toute ma vie je vais faire ça alors que finalement j'aimerais faire autre chose, mais après pour des raisons X ou Y, la pression de la société, le capitalisme, j'en passe, il y a beaucoup de choses qui font que tu suis pas forcément ce que tu aimes, tu suis ce qui pourra te faire vivre ou survivre, enfin peu importe, tu vas dans des trucs qui en fait ne te correspondent pas, tout simplement parce que on va dire que la société t'y oblige. Et c'est un petit peu comme ça aussi que j'ai vraiment pris l'histoire de Chuck, c'est aussi vraiment voilà, et une histoire tragique parce que du coup il s'avère que si tu prends le film dans l'ordre chronologique de la vie de Chuck, il s'avère qu'il va mourir pas très très longtemps après cette scène de la danse en fait. Il me semble que c'est dit dans le film, il doit mourir quelques années après, vraiment il meurt pas vieux. D'ailleurs il me semble que c'est même déjà sous-entendu qu'il était déjà malade en fait pendant cette scène de la danse où c'était les prémices de sa maladie qui le conduira à la mort. Et voilà, c'est un film qui m'a beaucoup touché et honnêtement je m'y attendais pas du tout parce que alors contrairement à Liam, je n'aime pas particulièrement ce que fait Mike Flanagan. Je trouve que ces films sont au mieux pas très intéressants, comme Dr. Sleep, j'avais pas trouvé ça incroyable. Au pire, je fais partie de ceux qui pensent que Jessie, dans son titre français, c'est Gerald's Game, dans son titre US, est nul. Enfin, vraiment, j'ai pas du tout aimé ce truc-là. Donc, je vais voir un film de Mike Flanagan, sachant que je suis pas particulièrement fan de ce qu'il fait. Et j'y suis allé parce que le film avait plutôt un bon bouche à oreille, pour être tout à fait franc. Et c'est vrai que le film m'accueillit. Du coup, j'ai trouvé que c'était très bien écrit. Alors, est-ce que ça vient de la nouvelle de King ou est-ce que le boulot d'adaptation est aussi très bon? Ça, je ne sais pas trop, je pourrais pas te dire parce que je n'ai pas lu la nouvelle. Mais ça m'a vachement ému. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui ont l'air d'être surexplicitées et je pense pas que ça soit le cas de la nouvelle. Il y a beaucoup de choses, parce que ne serait-ce que le fait de montrer un plan qui te rappelle ce que tu as vu plus tôt dans le film, bon, ou ce que tu verras plus tard dans le film, plutôt d'ailleurs, puisque le film est dans l'ordre antéchronologique. Ce fait de mettre un plan pour te dire, ah t'as vu, ça lui fait penser à ça, bon ok, mais ça me paraît un peu grossier. Enfin, je pense qu'on n'avait pas besoin que Mike Flanagan mette un plan de sa grand-mère qui tape sur la marmite, là, sur sa marmite quand elle fait à manger, pour comprendre que, quand on verra la scène plus tard, pour comprendre qu'effectivement il a dansé à ce moment-là parce que la musique lui a fait penser à ce moment-là. Le film aurait gagné, je pense, à être un peu moins explicite sur ces petites choses-là. Après, ça reste, voilà, parce que j'aime les films qui jouent sur des détails tout le long du film. Ces personnages qu'on revoit, il y a des choses qui marchent là-dessus. Par exemple, les personnages de sa vie. Quand Chuck rencontre un professeur, ce professeur, il va être en arrière-plan dans quelques plans lors de la troisième partie, mais lors de la partie sur ce qui représente la fin du monde, qu'on apprend plus tard que c'est juste, on va dire, une métaphore, une métaphore de la mort de Chuck, ce personnage de prof qu'on ne voit qu'au second plan dans la troisième partie, qui n'est pas un personnage si important que ça, ou qui n'a pas l'air important dans la vie de Chuck, devient le personnage principal de la troisième partie sur la première partie, sur cette fin du monde, qui est incarné par Chiwetel Ejiofor, et qui est une partie vraiment complètement décalée du reste. Et c'est assez étonnant de voir ce truc-là, parce que tu l'as dit Liam, c'est vrai qu'il y a un côté terreur sur cette fin du monde, mais en plus c'est une fin du monde ordinaire. C'est-à-dire que ces personnages, tout est en train de s'éteindre, tout est en train de partir en sucette, mais eux, ils prennent ça comme si c'était normal. Ce qui d'ailleurs ressemble un petit peu aussi, on pourrait faire un parallèle avec notre époque, où on peut avoir un peu l'impression que, ne serait-ce que d'un point de vue climat, tout part un peu en couille et tout le monde s'en fout. Mais
voilà, c'est quelque chose. Les personnages, ils ont l'air de s'en foutre complètement en fait de cette fin du monde jusqu'à ce moment où on comprend. Parce que moi, je l'avais pas forcément compris tout de suite, hein, pour être tout à fait franc, que ça représentait la mort de Chuck. En fait, tout simplement, je me suis demandé mais qu'est-ce que c'est que ce truc, en fait, qu'est-ce que c'est que cette partie, c'est un peu bizarre. Et effectivement, à un moment donné, tu as un plan de Chuck dans l'hôpital qui est malade, et là, on comprend tout de suite. D'ailleurs, peut-être, bon, je suis pas réalisateur, j'aurais peut-être pas mis ce plan-là tout de suite, j'aurais peut-être attendu la fin de la partie pour montrer ça, pour qu'il y ait un petit peu cette sidération justement de la fin absolue en fait du monde, qu'on voit cette dernière scène voilà, de cette fin totale, avant de voir que effectivement tout ça en fait n'était que l'allégorie de la mort de la mort de Chuck, qui est assez touchante, hein, il faut le dire. Et puis voilà, moi ça m'a beaucoup ému. J'ai beaucoup aimé le fait que le film jongle entre trois parties, et ça fait penser un petit peu à trois parties. Voilà, il y a le côté film du monde, il y a le côté comédie musicale, qui a une scène vraiment incroyable. Moi, j'ai été vraiment pris dedans. C'est évidemment très musical, mais c'est très entraînant. Et il y a cette troisième partie qui fait un petit peu teen movie, qui fait un peu tous ces films sur l'enfance de ces personnages. C'était assez entraînant, c'était vraiment bien. Et je dois avouer que ce petit mystère qui dure mais qu'est-ce que cache le grand-père de Chuck, incarné par Mark Hamill, dans alors c'est pas un grenier, je sais pas trop comment appeler, mais bon, c'est une pièce qui est fermée à clé. Qu'est-ce qui est caché là? Et je dois avouer que la révélation de ce truc-là, qu'on ne dira pas parce que c'est vraiment à la toute fin du film, donc il n'y a pas forcément nécessité d'en parler. Mais honnêtement, ça m'a vraiment provoqué comme un sentiment de sidération. Et du coup, ça fait un peu même froid dans le dos, parce qu'on se dit, comment je réagirais moi si j'étais à sa place? Et je pense pas que je réagirais aussi bien que lui. Et qui d'ailleurs, c'est triste parce que quand tu sais enfin, il sait déjà, enfin, cette révélation-là, en fait, disons, il va prendre un tournant dans sa vie que je trouve presque contre-intuitif vis-à-vis du fait de savoir voilà, en fonction de ce qu'il a vu, je trouve ça contre-intuitif, ce qu'il décide de faire plus tard dans sa vie. Je me dis, quand tu as vu quelque chose comme ça, normalement, tu mettrais tout en œuvre pour faire en sorte que justement la vie est éphémère et profitons de chaque instant. Et en fait, c'est pas du tout ce que fait Chuck. Il considère pas la vie comme éphémère et il profite pas tant que ça de chaque instant. Enfin, en tout cas, c'est pas l'impression que donne ce second acte quand on le voit. Et voilà, effectivement, ça m'a vraiment provoqué une sorte de sidération. Le film se termine là-dessus, et j'étais un peu hébété à la fin du film, pour être tout à fait franc, en me disant ah ouais, quand même, putain, ça se finit comme ça, c'est assez puissant. Puis la révélation de pourquoi le personnage pareil de Mark Hamill cache ça, et pareil pour ce pauvre personnage qui du coup est torturé en fait par les images qui lui sont renvoyées. Ça m'a vraiment beaucoup touché. Et je regrette pas un seul instant d'y être allé. Et parfois, je finirai là-dessus mon intervention avant de revenir plus tard sur le film peut-être. Parfois, je me demande pourquoi je veux voir des films en sachant en me disant, j'aime pas ce réalisateur, j'aime pas ci, j'aime pas ça, pourquoi je vais voir ça, pourquoi je vais m'infliger ça. Et ben, je pense que je continue parce que de temps en temps, je tombe sur des films comme Life of Chuck et ça me motive à continuer à aller voir des films qui, au premier abord, ne me motivent pas trop. Non, mais moi personnellement, j'avoue que ça me touche d'entendre ton retour, parce que c'est vrai j'ai toujours cette inquiétude que de m'enfermer en tant que personne qui aime un réalisateur et à toujours chercher le positif, ou même à toujours chercher le positif dans un film, et ça, c'est ma propre conception. Donc, ça me fait plaisir d'entendre ton retour là-dessus. J'ai juste envie de rebondir sur deux trucs. D'abord, sur l'aspect un poil éventant de l'image de Chuck dans son lit d'hôpital dans la première partie. Parce que de manière assez drôle, en sortant de la séance, je suis tombé sur deux dames qui étaient dans la même salle que moi et qui ont dit on comprend pas, c'est la fin du monde ou pas finalement? Et j'ai envie de dire, malheureusement, disons que je suis moins ennuyé par ce genre de plans et d'effets quand je vois la façon dont un certain public ne peut regarder un film sans nécessairement le comprendre, sans tomber dans des débats comme ça, mais voilà, tout simplement. Et sur l'aspect de la toute fin que je ne vais pas dévoiler non plus, je trouve qu'il y a quand même un côté assez fin d'innocence d'une certaine manière, qui résonne bien avec le sujet, et qui en même temps sert de réminiscence à la propre conception de la mort dans les créations de Mike Flanagan. The Haunting of Bly Manor, par exemple, qui a été beaucoup moins apprécié que Hill House, était moins une série sur le fantôme dans un concept terreur que fantôme émotionnel, et finalement comment un fantôme de l'amour peut continuer à nous hanter. La manière dont
dont les sermons de minuit, Midnight Mass, parlent de la mort, là aussi, je trouve qu'il y a quelque chose qui est très bouleversant, notamment dans un dialogue que les personnes qui ont vu la série se souviennent, et qui justement arrive à capter un peu ce côté on sait que c'est la fin, mais pourquoi ne pas y voir une certaine forme de changement plutôt qu'une conclusion même. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui arrive à capter la conclusion même ici de Life of Chuck en se terminant par ce point précis et en gardant quelque chose qui est effectivement pour moi puissant, mais sans avoir à se rajouter. Je ne sais pas si je suis très français dans ce que je dis, mais qui n'a pas besoin de se conclure de manière, encore une fois, surappuyée. C'est vraiment dans sa simplicité et dans sa délicatesse que le film parvient à être puissant. Et ça fait plaisir quand on a des conceptions de films qui, des fois, se sentent obligés d'aller le plus loin possible émotionnellement, d'aller quitte à aller vers du lacrimal, alors que ce n'est pas du tout à mes yeux en tout cas, le cas ici. C'est vraiment un film qui parvient justement à garder cet équilibre, à garder ce rapport à Chuck qui... J'ai vu certains avis qui lui reprochaient de ne pas être assez présent dans le film, mais en même temps, je trouve qu'il y a une cohérence dans le fait de le représenter de cette manière, effectivement, de le conserver, de le représenter le plus possible dans cette deuxième partie qui est la plus vivante, qui est la plus vibrante, et qui trouve encore une fois une certaine beauté dans sa simplicité et dans sa manière dont on capte une normalité qui peut être vue comme anormale, comme ce que tu disais Thomas sur l'aspect que la mort tout simplement est une forme de destruction absolue. Et ici je trouve que ça arrive encore une fois à avoir ce calme tranquille de la fin. C'est dévastateur, mais en même temps on y va d'une manière ou d'une autre. Donc comment l'appréhender? Peut-être je le vois de manière un peu plus positive que toi là-dessus, parce que je trouve quand même qu'il y a une certaine une certaine forme positive dans la manière dont le personnage réagit à la conclusion, mais je comprends tout à fait également ton point de vue là-dessus. C'est pour ça que je vais essayer de m'arrêter là pour ne pas tomber dans un abus de mots, alors que c'est exactement ce que parvient à esquiver le film, malgré son côté très bavard. Quelque chose qui m'a intéressé et à la fois un peu perturbé dans le film, c'est quand je l'ai vu, j'ai trouvé que tous les décors, notamment la scène de la rue, là, ils étaient faits un peu très, très comme du top. Carton, tout ce que vous voulez. J'ai trouvé qu'il y avait un côté extrêmement faux. Parfois un peu comme dans certains films des années 90 où on voit que c'est vraiment où les décors te semblaient un petit peu très étranges, enfin du moins pour moi. Et je me suis posé des questions, pourquoi j'ai eu cette impression? Alors peut-être il y a que moi, mais quand j'ai regardé un peu sur internet, il y avait d'autres personnes qui avaient eu un peu ce côté fake. Alors je me suis demandé, est-ce que c'est parce que c'est finalement un peu comme une projection de l'esprit de Chuck qui recrée un peu des passages d'une vie, et donc c'est pour ça que les décors ne sont pas finalement si importants plutôt que l'action et ce qui s'est passé à ce moment-là de sa vie? Ou alors est-ce que c'est pour donner un petit peu un côté théâtral au film, puisque après tout c'est un film qui est en 3 actes où chaque acte a, je ne vais pas dire une unité de lieu. Dans la scène numéro 1 et la scène numéro 3, le personnage il évolue dans différents lieux. Même dans la numéro 2, il évolue pas que dans la rue, parce qu'après on va le voir un petit peu continuer sa relation avec la fille qui joue de la batterie. Mais je ne sais pas si vous avez eu ou pas cette impression que les décors et l'aspect visuel du film étaient un petit peu surprenants parfois. Oui, c'est un peu surprenant. Alors par contre, je dirais là-dessus, c'est peut-être un petit peu le bémol que je donnerais au film, c'est que d'un point de vue de l'image, ça m'a pas transporté. Et j'ai l'impression de voir cette espèce d'image un peu, j'ai pas envie de dire télévisuelle parce que ça fait un peu péjoratif dit comme ça, mais cette espèce d'image qu'on voit partout en fait, un peu banale. Alors ouais, ça fait côté très en toc, mais en même temps, j'ai terriblement l'impression qu'en ce moment, je regarde beaucoup de films et je crois pas du tout au décor. Par exemple, alors je vais donner un exemple d'un film que j'ai vu récemment, qui est aussi une comédie musicale, que le film Wicked. Et il y a aussi un côté très en toc pour d'autres raisons. Alors c'est pas du toc dans le sens, c'est pas du toc, c'est des maquettes, des studios, des choses comme ça. C'est que on y croit. Enfin moi j'y crois pas parce que j'y ai pas cru, parce que les décors au niveau des effets spéciaux sont quand même relativement, j'ai trouvé ça pas beau. Voilà, pour dire assez grossièrement. Et je trouve que la lumière du film n'aide pas en plus à magnifier ces faux décors. Et il y a un peu, je
pense, je trouve la même chose dans Life of Chuck parce que l'image en tant que telle est pas vilaine. Je veux dire, c'est assez léché, il n'y a pas de problème. Mais au niveau de cette lumière, on a l'impression de toujours avoir cette lumière qui arrive pas à mettre, enfin, à mon sens, qui n'arrive pas à mettre en valeur ces décors, qui n'arrive pas à faire, à montrer une certaine crédibilité là-dessus. Au niveau de la mise en scène, ça serait un petit peu mon bémol. Ça et le fait que le film ne déborde nulle part d'un point de vue de la mise en scène, à part effectivement cette séquence de danse qui est quand même admirablement bien filmée, découpée, montée, etc. Mais par contre, c'est vrai que pour le reste, on est vraiment sur de l'insert qui va faire des liens en fait entre les parties qui vont se répondre les unes avec les autres. Voilà, on va dire une mise en scène plus ou moins, je vais pas dire plan-plan, parce qu'encore une fois c'est assez méchant, mais qui n'est pas forcément en plus aidé par une lumière que j'ai pas trouvé incroyable non plus. Et je pense que, enfin moi c'est pour ça aussi que, comme toi, j'ai ressenti un peu ce côté toc des décors, mais pour le coup, sans vouloir chercher une raison comme toi, je pense que ça vient tout simplement du fait que, voilà, d'un pur point de vue fabrication de l'image, je pense pas, enfin pour moi le travail est pas incroyable et le film vaut vraiment le coup principalement pour son écriture et la manière dont Flanagan arrive à déployer en fait tous les événements du film. Moi, j'avoue que personnellement, j'apprécie quand même, sans avoir adoré évidemment la lumière par la manière dont elle appuie le côté, la volonté un peu solaire du film. Mais pour répondre au truc, à la remarque des décors en toc, j'aimerais juste souligner que dans la partie éventuellement représentation de l'esprit de Chuck, on est face à un personnage qui a grandi avec beaucoup de comédies musicales dont les décors justement jouaient d'une certaine artificialité par leur représentation, et qu'ici, ça peut marquer une résonance justement là-dedans. Alors évidemment, je comprends tout à fait qu'on puisse ne pas accrocher, et je vais être franc, je suis quand même plus pris que dans Wicked, moi je le prononce comme ça, désolé, qui pour moi avait de beaux décors physiques, mais trop surchargés par des effets numériques pour agrandir, et résultat, ça a cet effet assez contre-productif qui bave un peu sur l'image, ce qui est assez regrettable parce que j'apprécie le film, mais que son approche visuelle et surtout sa photographie est ce qui me laisse le plus de côté. Mais en tout cas, ici, oui, je pense on peut y voir une certaine résonance avec ce monde de comédie musicale dans lequel a grandi le personnage et qui finalement va vers une certaine fin. Mais encore une fois, là, c'est peut-être un poil de la surinterprétation, peut-être que je suranalyse. Mais voilà, c'était mon petit point de vue sur le sujet. Thomas, est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur le film ? Non, pas spécialement. Je voulais dire que je suis content que d'avoir aimé ce film et je suis content qu'il soit globalement bien reçu. Parce que moi, Mike Flanagan, je suis un peu comme toi, je n'avais jamais vraiment aimé, que ce soit ses séries ou ses films, mais j'ai toujours eu l'impression que c'était un réalisateur qui pouvait faire quelque chose de bien. À chaque fois que je voyais ses films, je me disais, c'est raté, mais je pense qu'il peut faire quelque chose. Et là, c'est la première fois où vraiment il me plaît. Et après ce film, il avait reçu le prix du public au Festival de Toronto. Donc, j'avais quand même plutôt bon espoir de Life of Chuck. Et je suis vraiment content qu'il ait transformé cet essai. Je pense enfin, j'espère du moins que maintenant, il va continuer sur ces bons films. Je suis content pour Mike Flanagan. Juste que si vous avez l'occasion de le voir, foncez, parce qu'il est très bien et qu'effectivement, je pense qu'il n'est pas resté assez longtemps en salle pour avoir la carrière qu'il mérite. Non, c'est vrai. Là, pour le coup, je pense qu'on conseille un film. Alors, ça nous arrive assez souvent, mais on conseille un film qui n'est plus en salle. Mais on vous conseille, voilà, quand il sortira, qu'il soit en Blu-ray, en DVD ou sur les plateformes de SVOD ou quand il passera sur TF1, s'il passe un jour sur TF1, ou peu importe la chaîne de télé, on vous conseille de voir Life of Chuck de Mike Flanagan, qui est vraiment un super film. Et maintenant, on va vous faire des suggestions d'autres films, que ce soit un film sur la vie extraordinaire d'un homme ordinaire, ou que ce soit un film de comédie musicale sur la fin du monde, ou sur l'enfance, ou tout simplement une autre adaptation de Stephen King, ou un autre film de Mike Flanagan, ou peu importe. On va vous faire une suggestion, et je vais laisser Thomas. Oui, moi j'ai un film à vous conseiller qui ressemble beaucoup à Life of Chuck, même si peut-être que quand je vais le dire, vous allez dire quoi. Mais en fait, c'est un film déjà chapitré en 3 temps. C'est un film qui s'intéresse au destin d'un homme et c'est un film qui aussi a ce thème de chaque homme est beaucoup plus que ce qu'il semble être de premier abord et pourquoi est-ce qu'un homme est ce qu'il est, etc. On va voir son enfance et sa vie adulte en 3 temps. Et ce film, c'est Moonlight. Alors, c'est très connu, mais je pense que c'est un film qui, je suis content, n'a pas été oublié. D'ailleurs, là, il y a le New York Times qui a fait son top des meilleurs films du XXIe siècle. Il est, je crois,
5e ou 10e, enfin il est extrêmement bien placé. Et quand ce film est arrivé, il avait été annoncé comme ah, vous allez voir, ce film a fait le tour des festivals, il est vraiment génial. Et finalement, certains, dont moi, alors on avait été beaucoup déçus en le voyant, et je l'ai vu il y a 2-3 ans. En le revoyant, mais vraiment sans en attendre grand-chose, j'ai été complètement bouleversé par ce film qui là encore raconte donc l'histoire de ce caïd, on va dire, puisque c'est un dealer de drogue, etc. Mais on va voir aussi son enfance et son adolescence, pourquoi est-ce il est comme ça, et qui est réellement cette personne qui est beaucoup plus que ce qu'il semble être. C'est vraiment un film qui moi, quand je l'ai revu, m'a vraiment bouleversé. Je le trouve exceptionnel et j'aimerais encourager les gens qui ont peut-être comme moi vu une première fois ce film en attendant beaucoup parce qu'il avait été vraiment beaucoup hypé dans les festivals et qui ont pu être déçus de le revoir en se disant ben en fait c'est vraiment aussi bien que ce qu'on le disait à l'époque. Voilà. Donc Moonlight de Barry Jenkins, je vous le conseille si vous ne l'avez pas vu, et si vous l'avez déjà vu et que vous n'avez pas aimé, ben faites comme moi, revoyez-le. Très bien, le conseil est noté parce que comme toi, quand je l'ai vu la première fois, je n'avais pas trop aimé. Liam, est-ce que tu as un film à nous conseiller? Alors, je vais parler d'un film de Mike Flanagan qui n'est pas très connu. N'est pas très connu, il a eu beaucoup de problèmes, sa distribution a été affectée par tout simplement une faillite de la première boîte de distribution. Le film était disponible à un moment sur plateforme avant d'être retiré, et il est très dur. Enfin, maintenant, il est un peu plus facile de le retrouver. C'est Before I Wake, Ne t'endors pas. C'est un film qui date d'il y a bientôt 10 ans déjà. Et l'histoire, c'est celle d'un couple qui vient de perdre leur fils dans un accident et qui décide d'adopter un jeune garçon incarné par Jacob Tremblay, qu'on voit justement ici dans Life of Chuck. Et ce garçon, quand il dort, il peut accomplir certains rêves, mais également certains cauchemars. Alors, dit comme cela, ça pourrait paraître très classique, et peut-être qu'effectivement, vu de certaines personnes, ça peut pas être très classique, très appuyé émotionnellement. Je sais que certaines personnes n'ont pas apprécié le film, notamment pour sa charge émotionnelle, mais je trouve que c'est un film qui arrive justement à parler de deuil parental, à réussir cet équilibre assez précaire, mais que parvient à faire pour moi Mike Flanagan dans la plupart de ses œuvres, entre un certain effroi et une charge émotionnelle qui est accentuée. Et c'est le genre d'œuvre qui parvient pour moi à avoir quand même assez d'idées avec un budget très limité, avec un casting qui arrive quand même à être assez... qui est bon, mais qui n'est pas composé de 30 stars. Allez, on a Kate Bosworth et Thomas Jane, donc pas les noms les plus connus qui soient, mais qui ont un poil de réputation quand même, et qui ici trouvent indubitablement leur meilleur rôle à mes yeux. Et surtout, c'est le genre de film qui me fait pleurer à chaque fois par sa sincérité dans son propos et finalement la manière dont il se dévoile, notamment dans un dernier acte qui, pour moi, est une beauté, telle une étreinte cinématographique qui fait du bien et qui touche profondément. Bref, Before I Wake, Ne t'endors pas, c'est un film qui, pour moi, mériterait beaucoup d'amour et je profite justement pour le balancer vite fait, étant donné qu'il est... qu'il est très bien et que maintenant Mike Flanagan est un peu plus connu qu'à l'époque de sa sortie. Alors, moi je vais vous conseiller une autre adaptation de Stephen King, et c'est assez exceptionnel parce que j'aime pas beaucoup d'adaptations de Stephen King, à part celles que Stephen King n'aime pas, par exemple Shining de Kubrick, je fais partie de ceux qui aiment bien. Je vais vous conseiller Dead Zone de David Cronenberg. Alors Dead Zone, assez rapidement, ça raconte l'histoire d'un homme qui a, de mémoire, il a un accident, il se réveille d'une sorte de long coma et il se retrouve avec une espèce de pouvoir de précognition, c'est-à-dire que dès qu'il touche un personnage, il voit son avenir proche et moins proche. Et j'avais trouvé que c'était un film fantastique dans tous les sens du terme. Et voilà, c'est vachement bien. Christopher Walken est assez incroyable et ça m'a beaucoup touché. C'est un film qui raconte ce que peut faire un homme pour sauver la vie des autres. J'avais trouvé ça assez incroyable et je vous conseille donc Dead Zone de David Cronenberg et David Cronenberg en règle générale. On vous laisse sur ces 3 suggestions et on vous laisse comme d'habitude sur une petite note musicale et puis on se retrouve la prochaine fois pour un prochain épisode sur une autre sortie.